Erwan a fait partie de Trio en 2015. Alors, cette rencontre sera axée sur trois axes. Alors, il y a un premier axe où justement, je vais te demander de revenir sur tes débuts avec Trio notamment, mais aussi d'autres formations et dispositifs. Qu'est-ce que tu retiens de cette période-là? Ensuite, il y a toute la période avec les croisements, évidemment, la période court-métrage, 2011 à 2018, énormément de courts-métrages. Et puis, premier long-métrage en 2018, Une année polaire. Et ensuite, en 2 ans, 2018-2020, 3 longs-métrages, qui fait qu'aujourd'hui, Erwan Chandon fait partie des compositeurs les incontournables dans le long-métrage. 3 longs en 2 ans, et il y en a d'autres en prévision. Une année polaire en 2018, Quand on crie au loup de Marie-Lou Berry en 2018 également, et La dernière vie de Simon de Léo Carman en 2019, donc il y a quelques mois, c'est sorti, avec des genres très différents. On passe du film d'aventure au film fantastique, au film à la comédie. On pourra donc y revenir. Alors tout d'abord, la formation master en musicologie, cursus de composition au Conservatoire de Lyon, et puis différents dispositifs qui passent de Trio, comme on l'a dit, à Aubagne et aux Arcs dans la neige. Il y a aussi là-bas un dispositif. Est-ce que tu peux comme ça revenir sur cette première période et qu'est-ce qu'aujourd'hui, pour exercer ce métier, ça t'a apporté comme clé? D'abord, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi d'être parrain de cette édition. C'est vraiment émouvant d'être là 5 ans après. C'est super, je suis super content. J'espère que je vais dire des choses qui vont vous être utiles. Et donc, pour revenir sur mes années de formation, enfin, mes débuts d'année de formation, parce que je considère qu'on est toujours en formation, là où j'ai commencé à comprendre un peu comment s'organisait le système de la composition de musique de film et tout ce qui va avec, tout l'univers, c'est mon Master Pro MAV, musique appliquée aux arts visuels, à Lyon, que j'ai fait en 2010. Là, je sortais d'un master de musicologie où j'avais pris tout ce que je pouvais prendre là-bas parce que je reviens un tout petit peu avant, pour le master de musicologie, que j'ai commencé à 18 ans, après le bac, quoi. Je savais pas lire la musique. Moi, j'étais batteur, guitariste, pianiste, mais autodidacte. Et puis, je pianotais, je gratouillais, je batouillais un peu comme je pouvais, d'oreille. Voilà. J'avais plein de groupes de rock, métal, tout ça. Et en arrivant en musicologie, je me suis aperçu que lire la musique, c'était hyper important, et que connaître l'histoire de la musique, c'était hyper important aussi, quand on voulait essayer de composer un peu des choses pour orchestre et autres petites formations, tout ça. Donc, pendant 5 ans, j'ai un peu découvert comment s'organisait tout l'orchestre et l'histoire de la musique. Mais en arrivant au MAV, j'ai réalisé que si je voulais faire de la musique de film mon métier, il fallait que je laisse rien passer. Il fallait que je dise oui à tout. Il fallait que je sois à fond tout le temps, que je sois tout le temps partout, que je sois de bonne humeur tout le temps, que je donne mon maximum absolument tout le temps. Enfin, c'était mon leitmotiv dans les années 2010, quoi. Malheureusement, j'en suis un peu revenu. J'aimerais bien être aussi motivé, mais j'en suis un peu revenu. Mais en tout cas, en 2010, pour cette année de MAV, ce que Jean-Marc Serre nous proposait, c'était de faire des collaborations avec les écoles d'animation de Lyon et d'ailleurs, pour faire des courts-métrages, pour pouvoir mettre en musique nos premiers petits courts-métrages. Et là, quand je me suis mis à réaliser que les gens avec qui on allait collaborer cette année-là, ensuite, ils allaient pouvoir, si la collaboration s'était bien passée, ils allaient eux-mêmes être dans le secteur de l'image et ils allaient pouvoir me rappeler quand ils auront des projets payés. Et je me suis dit, oulala, mais faut que je laisse rien de côté. Cette personne-là, si ça se trouve, c'est elle qui va pouvoir me donner du travail plus tard, ou si ça se trouve, c'est elle, et je suis devenu un peu taré de ce qu'on appelle le réseau, en fait, à cette époque-là, parce que j'ai pris conscience que tout le métier était basé quasiment que là-dessus, quoi, sur les rencontres et sur le réseau. Et donc, la chance, parce que la fortune des gens qu'on rencontre dans un parcours, quoi. Donc, c'est là que j'ai commencé à collaborer avec un maximum de gens.
maximum d'auteurs, de réalisateurs, de metteurs en scène. Voilà. Même les années qui ont suivi le Master Pro, j'ai continué à Lyon à rencontrer plein de gens et à commencer à composer pour un maximum de courts-métrages dans plein de styles différents. Parce que ça m'amusait beaucoup de pasticher plein de styles funk, R&B, baroque, voilà, plein de choses. Et je pense que ça m'a enrichi dans un sens de m'amuser beaucoup dans plein de styles différents, sur plein de projets différents. Voilà comment j'ai commencé dans les années 2010. Voilà, à me faire un maximum d'expérience et de rencontres. Et du coup, ces rencontres, elles se font comment? Est-ce que ce sont également des réalisateurs qui sont en formation de réalisation? Ben, en fait, c'est au petit bonheur la chance. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est vertigineux dans ce métier, comme dans beaucoup d'autres métiers, artistiques et pas artistiques, c'est qu'il y a énormément de profils différents. Et donc, les gens que j'ai rencontrés à cette époque étaient en formation eux aussi. Mais de plus en plus, quand on avance dans les années, il y a de moins en moins de gens de moins en moins d'étudiants qui font appel à nous et de plus en plus de professionnels. Et ça se tuile petit à petit comme ça. Jusqu'à, je dis encore oui à des courts-métrages étudiants si le projet me plaît. Je pense qu'il faut en faire toute sa vie. Des courts-métrages étudiants, c'est un tel territoire d'expérimentation. C'est très enrichissant, quoi. Alors, tu as insisté justement sur la variété des styles. Toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur, hein, cette manière de passer d'un univers à un autre. Je dirais que ça me tenait à cœur parce qu'à une période de ma vie, j'avais conscience que ça m'apportait beaucoup d'aller voir partout ce qui se passe, de comprendre comment s'articulait chaque style musical et de rentrer comme ça dans la salsa, dans plein de styles et de comprendre comment tout s'articule, comment chaque style, quel univers harmonique chaque style exploite, quelle est la manière de construire les mélodies, quels sont les instruments utilisés. Donc ça m'excitait beaucoup. Et je dois dire que ça m'excite de moins en moins parce que je crois que j'ai trouvé ma voie où j'ai trouvé l'assurance d'affirmer ce que j'aime, à savoir l'orchestre symphonique. Et à un moment, je me suis dit, c'était autour de 2016-2017, je me suis dit, bon, quelles sont les vraies raisons pour lesquelles tu fais de la musique de film? Qu'est-ce que tu as aimé en premier? Quels sont tes premiers amours? Et à chaque fois, c'était de l'orchestre symphonique, c'était des musiques hollywoodiennes, c'était John Williams, c'était Danny Elfman, James Horner. Et je me suis dit, OK, en fait, c'est ça que tu aimes. Donc là, c'est là que j'ai postulé à la classe de musique à l'image du CNSM. Parce que je me suis dit, bon, c'est bien sympa de faire de la musique orchestrale par informatique, mais j'avais envie de le faire, de savoir le faire en vrai, d'apprendre l'orchestration, d'apprendre la direction d'orchestre. Donc, j'ai postulé à cette classe de composition de musique à l'image du CNSM. Contre toute attente, j'ai été retenu parce que en vrai, j'avais pas du tout le niveau, j'avais pas du tout le bagage technique pour entrer au CNSM. Donc, j'ai plus été pris sur ma sensibilité, mon rapport à l'image et peut-être ma curiosité que sur vraiment le bagage technique. Gilles Alonso, quand il m'a annoncé qu'il me gardait qu'il me prenait dans la classe, il m'a dit par contre, il va falloir te bouger, mais grave. Tu vas prendre tous les classiques, tu vas prendre tous les conducteurs et tu vas apprendre à composer et à lire un conducteur et à lire à ce que ce soit fluide pour toi comme un deuxième langage, quoi. Mais oui, la diversité de styles, ça a été très important. Ça l'est moins maintenant. Et donc, que ce soit ce désir de varier les styles dans un premier temps ou le désir aujourd'hui de creuser vraiment ton univers que tu apprécies, dans les deux cas, j'imagine que c'est jamais aux dépens des films et des réalisateurs, c'est toujours pour le service du film. Et donc, comment tu arrives à concilier ton désir de compositeur à un moment donné et la demande du réalisateur et le besoin du film? C'est dans l'échange, c'est au stade du scénario ou au montage? Comment ça se passe? Ben, il y a autant de manières de faire qu'il y a de films et de collaborations. C'est jamais pareil. C'est ça que je trouve fou, c'est que à chaque fois, je dirais que c'est ma manière ou à chaque fois pour chaque compositeur, la manière de se faufiler à travers des handicaps, j'allais dire, à travers des impératifs en tout cas. À chaque fois, il y a des contraintes. Merci. Bien sûr, c'est le film avant tout, la narration avant tout, et il ne s'agit pas du tout de tirer la couverture. On sait tous, autant qu'on est ici, qu'on est
une petite pierre dans un édifice et qu'on doit servir à élever l'édifice et pas à faire en sorte qu'on voit que la pierre musique et que le mur tienne pas debout. Ça, c'est sûr. Après, tout dépend de la manière dont on arrive à se faufiler à l'intérieur de ce projet. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours fait mon maximum pour que ma musique soit la plus intéressante possible, la plus riche possible, la plus sophistiquée possible et ne jamais niveler par le bas musicalement. Moi, c'est un truc qui m'embête. C'est quand je sens que le compositeur aurait pu chercher plus loin. Je parle vraiment musicalement, hein. Aurait pu chercher plus loin, aurait pu avoir une petite bonne idée harmonique ou mélodique ou instrumentale, et que en fait il s'est contenté de rester dans son domaine, de rester dans quelque chose qui suffit en fait. Quand ça suffit, en fait, ça suffit pas. Et dans cette quête qualitative, j'imagine que, par exemple, quand dans le court-métrage, il n'y a pas l'argent pour l'orchestre, tu préfères peut-être un seul instrument qu'un faux orchestre synthétique. Encore une fois, ça dépend vraiment de l'esthétique du projet, parce qu'il y a des projets, peut-être que tu vas montrer Burnout, où il y avait zéro budget et la réalisatrice voulait un orchestre symphonique, elle voulait une BO, c'était Alan Silvestri, sa référence. Là, je me suis dit, bon, j'ai très envie de le faire parce que je trouvais l'image magnifique et l'histoire très belle. Donc, la seule solution, c'était de le faire en instrument virtuel. Donc, à partir de ce moment-là, si on décide de le faire en instrument virtuel, on se fixe pour objectif que ça ne s'entende pas que ce soit de l'instrument virtuel. Donc, le but est d'orchestrer exactement de la même manière que si c'était joué par un vrai orchestre. Donc là, c'est vraiment c'est une grosse contrainte parce que faire sonner des instruments virtuels de manière à ce qu'on n'entende pas que ce soit des instruments virtuels, là tout d'un coup, c'est un challenge. Mais si elle m'avait dit juste bon, il y a zéro budget et je veux que de la flûte à bec, t'es génial. T'es parfait parce que zéro budget correspond à l'ambition du projet, quoi. Ça arrive, mais c'est assez bizarre. C'est souvent inversement proportionnel. Et ben, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Burnout, donc court-métrage étudiant de Cécile Carr en 2017, film d'animation, extrait court donc de cette partition. Oh! Little bear? What are you doing here? Ouch! Sirius Academy. I forgot about that. Come on, let me show you my rocket. Oh, battery crystals. How does it feel to be a space explorer? You must have seen amazing things. Oh, once your ship starts working, will you take me to Sirius? I'm not going to Sirius. Tout ce que je peux enregistrer en vrai, je l'ai enregistré en vrai. À savoir, il y avait juste un marimba. Donc, il n'y a pas grand-chose là sur cette scène. Mais dès qu'on a un élément de vrai dans un orchestre virtuel, ça donne l'information qu'il se passe quelque chose d'organique là-dedans, quoi. Donc là, on est vraiment dans une partition plutôt classique, soutenant avec lyrisme cette aventure de cette mécanicienne astronaute. Autre exemple, on va regarder 2 courts extraits que tu pourras commenter. Et là, il y a un choix fort, le choix du banjo. Pourquoi t'habilles pas comme ça? C'est bien, viens.
Donc, vous aurez reconnu la référence à l'hymne à la joie de Beethoven. Et c'est très souvent le cas, on le retrouve même dans des grands films hollywoodiens aujourd'hui, cette manière d'intégrer la référence, mais également composer autour. C'est pas que de l'arrangement, il y a aussi de la compo dans le dernier morceau notamment. Ce projet, c'est un projet qui est issu du troisième personnage. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, je pense que la plupart connaissent. Et c'est intéressant de voir parce que de voir d'où viennent les projets en fait, parce que c'est toujours comme ça. Enfin, comme je parlais de chance tout à l'heure, ça tombe comme ça, boum, boum, de là. Le Burnout, c'était la réalisatrice qui bossait au Gobelin, qui avait vu un concert que j'avais fait avec un groupe d'électro que j'avais à l'époque. Je l'avais rencontrée parce qu'elle était venue au concert, enfin rien à voir, aucun rapport. Et on avait discuté 2 secondes. Et tu fais de la musique de film? Ouais, je suis réalisatrice. Pouf, hasard total. Et là, c'est pas le hasard du tout, c'est troisième personnage. On est là pour rencontrer des réalisateurs, des producteurs. Donc, l'Ours Noir. Et par rapport au troisième personnage, donc c'est le Festival d'Aubagne. Et Oui. la caractéristique du troisième personnage, c'est que c'est dans la rapidité, c'est des speed dating. Et donc, est-ce que dans ce rendez-vous très rapide, le banjo était déjà présent? Qu'est-ce qui a convaincu la réalisatrice? Les 2 réalisateurs avaient une furieuse envie de déconne. C'est un film, les deux sont belges et comme tout bon belge qui se respecte, vous en avez vu un beau spécimen hier, il est complètement taré. Là, ils étaient complètement barrés, ils voulaient que ce soit absurde. Du coup, ils voulaient qu'il y ait l'hymne à la joie et ils voulaient qu'elle soit défigurée. Ils voulaient qu'elle apparaisse comme on l'a jamais entendue. Là, ça se passe donc dans un parc, dans une grande forêt. Donc, ils avaient un désir de musique un peu country, donc banjo direct. Et à la fin, pour le trip Bollywood, c'était vraiment leur idée. C'était on veut faire une chorégraphie avec les personnages du film complètement démembrés, parce qu'ils se font démembrer au cours du film. Et donc, on veut un truc, mais l'hymne à la joie en version Bollywood. Donc, mais c'est génial pour un compositeur ou un arrangeur, c'est un cadeau. Enfin, c'est vraiment, venez, on va déconner ensemble, quoi. Donc là, c'était un travail vraiment particulier. C'était une commande. Et il s'est trouvé qu'avec Thomas Barrière, l'autre compositeur, parce que c'est une collaboration, on a bien déliré, quoi. Les 2 réalisateurs et Thomas sont venus chez moi à Lyon à l'époque et on a passé une semaine à boire des coups puis à délirer, puis ça a fait ça, quoi, parce que ça sent que c'est né de blagues et ça marche avec le film qui est complètement absurde par ailleurs tout le long. Et là, dès le départ, il y avait dans l'idée de reconnaître l'hymne à la joie dans le résultat final. Mais très souvent, il y a des références des réalisateurs, et même notamment, on parlait d'hier avec David du thème track. Eh bien, très souvent, c'est un point de départ, mais pas un désir de résultat. Oui, alors il voulait vraiment qu'on reconnaisse. Je pense que le caractère un peu précieux dans l'inconscient collectif de cette pièce, l'hymne à la joie, un peu un truc comme ça. Les gens pour la plupart des gens, ça sonne un peu précieux, un peu voilà. Et par rapport au film gore, et complètement, parce que les gens sont arrachés des bras. Je pense qu'ils avaient vraiment cette volonté de rupture par rapport à la musique. Et par rapport aux références des réalisateurs, ça t'arrive souvent que le dialogue se fasse sur des références et que toi, après, tu dois trouver dans la référence l'intention du réalisateur, essayer de, non pas d'imiter, mais en tout cas d'aller dans cette voie. Bah ouais, ça arrive vachement souvent et je dirais que c'est plutôt sain comme démarche dans un premier temps. Parce que ça permet vraiment de tomber d'accord et ça évite de chercher pendant 1000 ans là où on veut aller, quoi. Là où ça devient dangereux, c'est quand il commence, comme tu disais à l'instant, à y avoir des morceaux précis, à y avoir des thèmes, des instrumentations, des univers harmoniques précis, et tout d'un coup, le compositeur se met à être enchaîné à quelque chose qu'il va devoir pasticher de façon la plus élégante possible, quoi. Mais je pense que c'est sain au départ que le réalisateur donne des pistes avec des univers de compositeurs, ça aide à se mettre d'accord et surtout il faut discuter autour de ça et comme tu disais, il faut vraiment voir à travers un extrait ce qu'il a voulu, ce qu'il a aimé dans l'extrait. Ça peut être un instrument en fait. Ça se trouve il dit j'adore la musique de un tel, mais ça se trouve c'est juste un instrument. Ça se trouve c'est un mode. Ça se trouve, c'est une formule mélodique, un saut d'octave. Là où je pense qu'une des grandes
qualité du compositeur de musique de film, c'est l'empathie. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut aller dans la tête du réalisateur et voir au-delà de ces mots, presque de façon subliminale, ce qu'il veut dire et ce qu'il aime à travers un extrait, quoi, parce que c'est rarement un extrait pour ce qu'il est. C'est peut-être que ça lui rappelle un film qu'il a aimé. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent nous faire aboutir à un morceau qu'il faut défricher et voir ce qu'il aime à travers la musique. Et je ne crois pas me tromper que tu as très rarement retrouvé pour l'instant des réalisateurs. Je sais que tu vas bientôt retrouver Léo Carman, mais pour l'instant, à chaque fois, c'était une nouvelle rencontre. Et donc, c'est finalement un terrain vierge pour la connaissance de l'autre. Oh oui. Comment tu apprivoises un réalisateur ou une réalisatrice? Alors, c'est différent à chaque fois. J'aime bien arriver dans la relation avec un petit œil coquin, avec un œil malin, en se disant là, on se connaît pas trop, on est encore dans des phases d'approche où on voit ce qu'on aime esthétiquement, ce qu'on aime, quels sont nos univers cinématographiques, musicaux, tout ça, mais aussi humainement. C'est vraiment une rencontre humaine et c'est vraiment comment tu vois le monde en fait à travers qu'est-ce que tu aimes comme cinéma ou comme musique. Et j'adore cette espèce de rencontre obligatoire. Enfin, c'est comme une amitié qui devrait se construire normalement sur des années, mais là, c'est condensé. On n'a pas beaucoup de temps, donc on est obligé de se connaître de façon très intense, très vite. Donc, moi, j'adore se voir souvent. J'adore avoir l'occasion de discuter de plein de trucs et faire d'autres choses aussi que parler que du film ou que, voilà, avec Léo, le réalisateur de La Dernière Vie de Simon, on a fait les 400 coups, quoi. On est allé, enfin, après, on a eu la même bande d'amis, donc on sortait en soirée ensemble et tout ça, et on a au final beaucoup plus été amis que collaborateurs. Donc ça, c'est une chance et c'est hyper rare. Mais j'essaye en général de créer des relations d'amitié le plus possible, plus que juste, entre guillemets, on collabore professionnellement. Mais si l'amitié passe pas, si je sens qu'on ne se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, là, malheureusement, ça m'est arrivé de dire bon, je suis désolé, mais il faut trouver quelqu'un d'autre, ça va pas le faire, quoi. Et pour Léo Carman, on viendra sur le cas de Léo Carman dans un instant, mais pour Léo Carman, finalement, tu étais, toi, plus expérimenté que lui, qui faisait son premier long métrage. Toi, tu avais déjà fait 2 longs métrages avant. Pour le premier long métrage, en revanche, Une année polaire, le réalisateur était beaucoup plus expérimenté puisqu'il avait déjà fait des films. Il a dû faire confiance à un jeune compositeur comme toi. J'imagine qu'il est tombé amoureux de certaines de tes musiques pour le court-métrage, peut-être. Comment s'est fait la rencontre avec Samuel Collardet sur Une année polaire? On a été mis en relation par le producteur de La Dernière Vie de Simon, qui produit aussi Une année polaire. Voilà, j'aurais jamais imaginé, en allant rencontrer le producteur pour La Dernière Vie de Simon, qui m'appellerait 2 semaines plus tard en me disant « J'ai un projet de film, peut-être que ta musique peut coller. » Rencontre le réalisateur. Là, c'était une rencontre arrangée. Donc, j'ai envoyé quelques extraits. Tout ce que j'avais, c'était, comme brief, c'était « Ça se passe dans la neige et il y a des beaux paysages. » Donc, j'ai envoyé des extraits musicaux avec une musique plutôt ample, avec des cordes très larges, comme j'essayais de me représenter les paysages. Et Samuel a été conquis par ce qu'il a entendu. Du coup, on s'est rencontrés. Le courant est très bien passé, humainement, pour le coup. Et après, ça s'est corsé un peu parce que il avait un peu peur que la musique ne bouffe l'image. Donc moi, ce que je fais tout le temps, quand je commence une collaboration, ma première proposition, c'est un truc qui, bien sûr, fort de toutes les discussions qu'on a avec le réalisateur, mais quelque chose qui me plaît à moi, où je me dis, je verrai ça pour ton film. C'est une proposition personnelle. J'avertis avant. Hein. Je ne prends pas en traître, mais je dis ma première proposition sera quelque chose de personnel. Je vais te proposer un truc. Ce sera peut-être pas ce que tu as imaginé. En tout cas, moi, j'imagine que si tu m'appelles, c'est pour que je te fasse profiter de mon expertise de musicien.
et de scénariste et de narrateur et de ma manière de raconter une histoire. Donc mes premières propositions, c'est toujours quelque chose de très perso. Et comme souvent, quand on se fait refuser un morceau, ça a été... alors c'est super beau, hein. C'est waouh, mais c'est pas ça qu'il faut. Donc merci, mais allez, c'est reparti. Parce que ça faisait trop. Le producteur disait non, mais ça fait trop Hollywood. Il se passe trop de choses dans la musique. Il se passe trop de choses. Parce que dans l'orchestration, il y avait des accompagnements, il y avait plein de choses qui fourmillent. Je me dis ok, très bien. Cette esthétique-là qui moi me plaît, c'est pas ce que veut Samuel. Donc je fais une toute autre proposition. Qui est plus allégé, plus dans la nappe, c'était encore trop. Donc moi, en fait, j'aime bien refaire les choses. Faut pas que je le dise trop fort, mais j'aime bien refaire les choses vraiment. Quand on me dit, c'est pas ça du tout, pars sur une autre piste. Il y a un petit personnage là qui se fait yes. On va pouvoir sortir de ce qu'on sait faire et proposer autre chose, aller chercher complètement autre chose. Allez, c'est parti. Et il y a je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est propre à la musique de film, cette expérience-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui proposent une musique et on leur dit « Pour ça, autre chose ». Donc, je pense que c'est une grande chance qu'on a dans ce métier, c'est de se faire refuser des morceaux et de se remettre en danger derrière, de réimaginer complètement autre chose, une fois, deux fois, trois fois. Bon, après, ça commence... Il y a une limite quand même, il faut mettre un garde-fou, mais... Et donc, la deuxième proposition, ça colle toujours pas. Il dit c'est mieux, c'est plus dans l'univers, mais il y a trop de mélodies. Et c'est là qu'on a trouvé l'idée de marier la musique groenlandaise avec la musique orchestrale. Parce qu'à ce moment-là, je lui ai dit, ok, bon, alors si t'aimes pas quand il y a trop de choses, si t'aimes pas, toujours pas quand il y a moins de choses, il faut trouver un autre élément, il faut aller chercher ailleurs. Est-ce que je pourrais pas te mettre des éléments de musique groenlandaise, des tambours, des flûtes Donc je suis parti sur cette proposition qui était quasiment une musique chamanique au début, vraiment que tambour et flûte. Et là, il m'a dit, j'aimerais quand même un peu plus d'ampleur, quoi. Donc, je prends mon orchestre et je le remets dedans. Et là, on a eu la musique d'intro quand le bateau est dans les grands paysages et dans les icebergs. Et voilà, ça a donné le mariage. Mais il a fallu que je reparte de quasiment rien, une flûte, un tambour, avec un thème, quelques notes, vraiment pas grand-chose, pour pouvoir réinjecter un petit peu de musique d'orchestre à l'intérieur, quoi. Donc, c'est par strates, c'est par marches comme ça successives. C'est hyper intéressant, quoi. Eh bien, on va regarder 3 courts extraits pour se donner une idée. Donc, c'est Une année polaire de Samuel Collardet. Un instituteur d'Europe part enseigner au Groenland dans un hameau de Inuits de 80 habitants, un village isolé du reste du monde. Et on va, dans ces 3 extraits, avoir le cheminement que tu viens d'évoquer. Premier extrait, on va entendre ce côté musique groenlandaise, flûte, percussion. Ensuite, un morceau plus atmosphérique qu'il ne fallait pas trop qu'il s'affirme. Et enfin, le lyrisme qui malgré tout fait son apparition.
Et donc ce lyrisme qui, malgré un lyrisme délicat malgré tout, et donc ce lyrisme-là, j'ai l'impression, a été autorisé grâce au paysage. Le paysage, les grands espaces, finalement, invitaient ce type de musique, non? En plus, cette scène-là, où ils voient l'ours polaire, c'est hyper émouvant parce qu'ils sont partis chasser l'ours et ils voient tout d'un coup, au moment où ils en trouvent un, il se trouve que c'est une maman ours avec ses enfants et ils décident de ne pas la tuer. Donc, c'est hyper beau comme image. Et puis ensuite, ils rentrent dans leur village. Donc, on reste sur cette émotion de... Bah, ils épargnent juste une vie, et plusieurs vies même. Donc là, on pouvait s'autoriser de commenter musicalement ce qui venait de se passer, ouais. Et donc, il y a un rapport dans la musique, un rapport à l'espace, à la géographie, à la culture du Groenland. Et d'ailleurs, l'ouverture du film est silencieuse. Il n'y a pas de musique quand on est en France, en Europe. Et la musique apparaît à l'image des premières banquises. Ça s'est fait comment, ce choix-là? Ça s'est fait, toi, tu as proposé ou alors le réalisateur voulait? Le réalisateur quand je suis arrivé sur le film, tout était déjà tourné et ils avaient déjà les endroits où ils voulaient mettre de la musique. Le spotting était fait. Donc je pouvais proposer des choses, mais en l'occurrence, il était assez inflexible là-dessus. Il voulait vraiment, il y avait peu de musique et il savait exactement où la mettre. Et là, en l'occurrence, pour ce passage, pour ce début, c'est vraiment, on voulait que le public parte à l'aventure avec Anders, avec le personnage principal qui prend la décision de se mettre en danger, de sortir de sa zone de confort du Danemark et de partir à l'aventure dans un tout petit village au fin fond du Groenland. Donc c'était son départ à l'aventure qu'on marquait par une musique qui est assez présente et par le contraste entre pas du tout de musique au début, sur les scènes quand il est chez lui, quand il prend les décisions, et tout d'un coup, paf, ok, on part à l'aventure, on va vivre des trucs là. Et au niveau du mixage, alors ça s'est passé comment? Parce que cette volonté au départ de freiner le lyrisme, le lyrisme finalement a fait son apparition, mais est-ce qu'au mixage, il y a eu la tentation malgré tout de revenir encore en arrière? J'ai pas souvenir de choix qui a été fait au mixage. Non, tout est resté comme on l'avait. Parce qu'en fait, les passages musicaux sont des passages non dialogués. C'est vraiment les moments de déplacement, les moments de doute, où il y a des ellipses, mais on n'avait pas d'underscore. Il n'y a pas de moment où il y a des dialogues dessus, où il se passe des choses. C'est vraiment le dialogue, l'action, la musique, le dialogue. Donc la musique, quand elle est là, quoi. Donc il n'y a pas eu ce problème de jouer avec le mixage. Parce que c'est vrai que le mixage, de manière générale, pour un compositeur, parfois, c'est douloureux parce que la musique peut être maltraitée à ce stade-là. On n'en a pas encore parlé depuis lundi, mais est-ce que toi, ça t'est arrivé justement d'avoir soit des joies ou soit des douleurs au niveau du mixage? Je m'y prépare avant le mixage. Je sais qu'il y a des passages auxquels je suis attaché musicalement et qui vont passer complètement à la trappe dans le film. Et je me dis que c'est bien, tant pis pour moi, parce que j'aurais pas dû à ce moment-là faire quelque chose qui était musicalement, si moi je le trouve intéressant, ou je me dis c'est de ma faute. À ce moment-là, il n'y avait pas besoin de ça. Il y a du dialogue, il se passe quelque chose, il y a une voiture qui passe, on est obligé d'entendre telle chose ou telle chose. C'était pas le moment de faire de la musique comme ça, donc ils ont été obligés de baisser. C'est de ma faute. Mais ouais, des fois ça fait un peu mal quand même. Et tu y assistes ou pas? Parce que c'est pas une obligation pour les compositeurs d'assister au mixage. Toujours. Ah ouais, je tiens à y être. Quitte à ce que ce soit moi qui prenne des choix qui ne mettent pas en valeur la musique. Justement, quand je me dis, là, non, là, tu prends un peu de recul, on n'entend pas le dialogue, ou on n'entend pas ce qui se passe derrière, ou on n'entend pas ce qu'on doit entendre. Donc, baisser la musique, je suis désolé. On parle du mixage du film, je précise. Oui, mixage film, ouais. Non, ouais, jusque-là, j'y ai toujours assisté, ouais. Et toi, pour ta propre musique, on voit que derrière, tu as un instrument, tu as un piano, etc. Est-ce que tu as le côté home studio? Est-ce que tu mixes toi-même à la maison? Est-ce que tu as ta propre équipe? Comment tu fonctionnes? Pour les longs métrages, c'est pas moi qui ai mixé. C'est les 3 exceptions pour lesquelles j'ai fait appel à une équipe. Donc monteur son, copiste, parce qu'il y avait tout d'un coup une grosse dose de musique. Mais sinon, pour les courts-métrages, je fais tout seul. Ouais. Je pense que c'est bien je pense que c'est bien. Ça s'est imposé à moi, j'ai pas choisi. Sur un court-métrage, il y a une toute petite économie. Du coup,
Du coup, c'est moi qui mixe la musique et qui la produit, quoi. Mais par ailleurs, je pense aussi que c'est bien pour un compositeur d'avoir une notion de tous les métiers qui font que le film aboutit à ce qu'il est au final, quoi. Après, on peut, quand on a la chance, au final, de pouvoir ne faire que composer, c'est cool, mais c'est bien d'être fort d'une expérience qui fait qu'à travers les années, on a pu expérimenter tous les domaines et connaître toutes les contraintes. Et si l'ingé son te dit, bah ouais, mais je peux pas faire ça, bah, au lieu de dire, si tu le fais, bah non, tu dis, ah ouais, je comprends pourquoi tu peux pas faire ça parce que ça pousse à être plus compréhensif par rapport à ce que disent les autres, quoi. Quand on est à soi-même expérimenter les problèmes d'un mixage ou d'un enregistrement. En tout cas, pour l'instant, tu as été plutôt chanceux puisque les 3 longs métrages que tu as faits voulaient vraiment accueillir la musique. Pour Une année polaire, tu l'as dit toi-même, la musique est vraiment là, présente quand elle est là. La dernière vie de Simon, on l'abordera. Léo Carman, le réalisateur, adore la musique orchestrale, lyrique, et donc assumer cette émotion-là. Et maintenant, peut-être parlons de ce deuxième long métrage, Quand on crie au loup. C'est donc de Marie-Lou Berry, une comédie, avec Victor, un jeune garçon de 12 ans qui vit seul avec son grand-père, un gardien d'immeuble. Et c'est un grand farceur parce qu'il fait toujours croire que des cambrioleurs arrivent jusqu'au jour où il y a 2 réels braqueurs qui arrivent. Personne ne le croit. Donc voilà le pitch de départ. Quelle a été l'intention musicale au départ? Tu es arrivé à quel moment? Parce que sur Une année polaire, tu es arrivé plutôt tard. Est-ce que là, tu es arrivé tôt ou pas? Non, je suis arrivé tard. J'ai lu le scénario, le film était déjà tourné donc, et monté. Donc je suis vraiment arrivé tard pour le coup. Et j'avais 2 mois pour faire la musique. Et Marie-Lou savait pas encore exactement ce qu'elle voulait. Elle savait ce qu'elle voulait pas. Elle voulait pas de cordes qui accentuent. Je reprends ces mots, qui accentue quand c'est triste. Quand c'est triste, elle voulait pas que les cordes accentuent la tristesse. Elle voulait pas de guitare et éventuellement elle voulait bien du xylophone. Donc en fait le brief était un peu compliqué. Donc comme à mon habitude, j'ai fait OK, je vais te faire une proposition. Voilà ce que je vois pour le film. Parce que aussi tout ce film est un grand hommage au cinéma des années 90, au cinéma américain des années 90, des comédies familiales du type Maman, j'ai raté l'avion, Les Goonies, tout ça. Du coup, je savais que je pouvais m'autoriser à quelque chose de mélodique, à quelque chose d'assez orchestré et harmoniquement, pourquoi pas m'autoriser quelques modulations. Et donc, ma première proposition, il y avait des cordes, il n'y avait pas de xylo, bon, il n'y avait pas de guitare, et ça lui a plu, parce qu'en fait, elle savait pas, elle n'avait pas réussi à le dire, mais elle voyait vraiment quasiment un hommage à John Williams, quoi. Parce que sa référence depuis le début, c'était Maman, j'ai raté l'avion, pour le scénario, pour les personnages, pour tout le monde. Je dis, pourquoi pas pour la musique, quoi. Donc moi, je lui ai apporté des séquences de Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai encore raté l'avion, parce qu'il y avait une scène précise où je trouvais le spotting de la musique très judicieux. C'est un moment où Kevin est au-dessus de l'immeuble et il balance des briques aux casseurs flotteurs qui sont en bas. Et je trouvais ça intéressant que la musique n'accentue pas façon cartoon, comme John Williams le fait souvent. Il le fait très bien. Mais là, en l'occurrence, il faisait autre chose. Il ponctuait quand il n'y avait ni bruitage, ni dialogue. C'est-à-dire qu'il balance une brique, il y a un énorme son de brique, le mec se casse la gueule par terre, tout ça. Il ne se passe plus rien. Quelques notes de musique. Bon, comme John Williams en a le secret, hyper intéressant, avec plein de trouvailles d'orchestration. Et juste sa manière de ponctuer, j'ai montré cette scène à Marie-Lou, je lui ai dit, regarde l'orchestre façon cartoon, mais pratiqué de cette manière et sur des images de prise de vue réelle, ça peut marcher et ça peut déclencher le rire. Et elle m'a dit, ok, fais un test. J'ai fait un test sur une scène de comédie où j'ai essayé d'appliquer un peu les mêmes principes et elle a dit, ok, ça marche. Donc après, on a trouvé le thème du film, la scène d'ouverture où c'est plus, on est directement dans un suspense, donc c'est déjà dans un genre particulier, mais
Et après, on a pu s'autoriser dans des scènes d'action d'envoyer des cuivres où Victor se prend pour Indiana Jones. Et bah, tout d'un coup, il y a des choses comme ça où ça fait sourire parce que le spectateur retrouve des codes qu'il connaît, quoi. Bah, regardons des extraits. Tout d'abord, l'ouverture. D'emblée, dès l'ouverture, on est dans le film d'espionnage. Comme tu viens de l'évoquer, on donne la couleur avec ce côté un peu pastiche de film d'espionnage. La porte! Tu restes là, tu les surveilles. Tu fais pas de conneries. Tu prends pas d'initiative, tu tires pas dessus. Tu fais rien, ok? Hey, reviens ici! Bon, hey, oh, on a bien joué maintenant, tu me rends les bijoux. Allez. Une sorte de nain maléfique, quoi. Donc, premier extrait, on est dans l'espionnage. On peut penser à John Barry, évidemment, pour les James Bond. Il y a quelque chose de cuivré. Et puis là, dans l'action, donc on est vraiment dans le Mickey Mousing, hein, un peu de synchronisation. Alors, malgré tout, malgré ces références, le côté pastiche, c'est la musique du film. Il y a quand même une personnalité. Ça passe par l'écriture, j'imagine, de certaines mélodies qui vont revenir. Je me pose la question de... Qu'est-ce qui va être la star dans la musique? Ça peut être la mélodie, au cas où on trouve un thème récurrent dans le film. Ça peut être un instrument qui vient donner une couleur particulière. Ça peut être un univers harmonique, comme par exemple Alan Silvestri dans Retour vers le futur, qui utilise le mode 2 de Messiaen, enfin le mode ton, demi-ton. Et ça fait la couleur du film. Même si en plus il y a un thème et une orchestration particulière, il a trouvé un univers harmonique. Et je trouve que cet univers harmonique est vraiment un des personnages du film, quoi. Donc je me demande à chaque fois quelle va être la star dans la musique et qui est-ce qui va tirer un peu la couverture. Mais ça, j'ai l'impression que je me le demande pour chaque scène, en fait. Pour chaque scène, qu'est-ce que je vais mettre en avant? Plus un instrument, enfin plus dans l'orchestration, plus dans le son, plus dans l'harmonie, plus dans la mélodie, et plus largement, quelle va être la star au sens large du film. Si la star, ça va être le dialogue, si ça va être le décor, si ça va être un costume, peu importe. Il faut trouver quelle est la chose qui va être devant. Et après, toutes les autres choses vont venir pour la mettre en valeur, cette chose-là. Et je pense que c'est pareil pour trouver l'âme de la musique d'un film. Faut se demander, faut tellement discuter avec le réalisateur, parce que j'ai l'impression que plus on discute, plus il y a des mots qui sortent, plus il y a des mots-clés qui sortent des discussions, et des fois un mot-clé peut tout débloquer. Et par exemple là, je bosse sur le prochain film de Léo,
et il m'a sorti Exaltation. J'avais pas du tout vu ça. Pour moi, c'était quelque chose de assez triste, assez dans la romance, une romance qui se passe assez mal. J'ai déjà sorti le violon. Et elle m'a dit non, non, c'est là, ils sont dans la découverte, ils sont ensemble et ils sont exaltés. Il faut qu'on marque, plus on va marquer, c'est une histoire d'amour, plus on va marquer à quel point c'était excitant et exaltant leur rencontre, plus ce qu'on va voir à l'image quand ça va mal se passer va être déchirant. Et du coup, je repars chez moi avec ce truc, exaltation, ok, d'accord. Enfin, c'est un exemple, mais il y a pas de règle, comme d'habitude dans la musique de film, il y a pas de règle. À chaque fois, on part d'une page blanche. Du coup, c'est vraiment avec les discussions du réalisateur qu'on trouve l'axe et le bon éclairage qu'on va pouvoir donner au film. Et après, on fait ce qu'on peut, quoi. On fait ce qu'on peut avec l'inspiration qu'on a sur le moment, avec la musique qu'on est en train d'écouter sur le moment, avec ce qu'on a vu, le dernier voyage qu'on a fait, ce qu'on a mangé au petit-déj. Enfin, c'est tellement impalpable tout ça, j'ai l'impression. Le compositeur de musique de film, il peut être un narrateur, raconter l'histoire, il peut être un personnage, comme tu dis, trouver quel est l'élément qui sera le personnage. Et tu l'as très bien dit, le compositeur peut être un révélateur, va révéler ce qu'est le film, parce que tu viens de dire, un terme que j'aime bien, c'est révéler l'âme du film. Est-ce que, par exemple, le réalisateur, et notamment là la réalisatrice Marie-Lou Berry, est-ce que justement, dans la discussion, tu as été un traducteur de ses intentions, tu as été là pour justement révéler quelque part ce qu'elle avait dans la tête, mais qu'elle n'avait pas encore traduit en images? J'ai été le révélateur dans le sens où j'ai déchiffré son film. Parce que elle savait pas trop s'exprimer dans la musique, et c'est bien normal parce que c'est pas son domaine. Donc je me suis plus appuyé sur le scénario et les images que j'ai vues. J'ai été du coup très libre, vu à chaque fois elle me disait bah vas-y, propose, on verra bien. Et il y a eu très peu de V2 pour le coup. Il y a eu beaucoup. J'avais que 2 mois pour faire 3/4 d'heure de musique aussi, donc on ne pouvait pas trop s'autoriser à refaire trop les choses. Mais donc on est tombé d'accord sur l'esthétique, sur la manière d'accompagner l'action, et ensuite il suffisait de composer de la musique entre guillemets. C'était vraiment moi qui étais aux commandes. Et je lui ai envoyé un petit mail pour dire ok, là sur ce passage je vois la musique qui commence là, je vois la musique qui finit là, ce serait bien qu'on ressente ça, là il y a un stop, là ce serait bien que ça s'arrête, tout ça. Elle me dit ok, ou alors oui mais ça plutôt marque ça comme ça, un petit mail et c'est parti. Et la plupart du temps ça marchait parce que c'est un peu péjoratif de dire ça, mais c'est des grosses ficelles qu'on utilise quand on crie au loup. Il faut pas aller chercher trop loin, il faut pas trop prendre le contre-pied de l'image. C'est une comédie familiale. Quand il y a une course, il faut que ça galope dans la musique, et quand ça s'arrête, il faut que la musique s'arrête. Et c'est ça qui va créer le rire chez les enfants et chez les parents bienveillants. Donc là, c'était assez facile en fait de trouver le ton de la musique. Et là, j'imagine que contrairement à Burnout, le court-métrage qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un vrai orchestre, il y a eu le budget pour cela. Comment tu as travaillé l'économie de ta musique? Parce que souvent, on offre un budget au compositeur, c'est ça, il doit faire l'arbitrage. Ouais, là, c'était compliqué. Parce que la boîte de prod avait prévu un budget beaucoup trop maigre pour enregistrer 3/4 d'heure de musique symphonique, quoi. Donc il a fallu, j'ai travaillé au corps pendant 4 mois avec tous les arguments qu'on peut imaginer, hein. On ne s'achète pas une Mercedes si on a l'argent de s'acheter une Renault. Enfin, même s'il y a des Renault plus chers que des Mercedes, je suis sûr. Mais en tout cas, j'ai essayé de montrer à quel point enregistrer l'orchestre, parce qu'on aurait pu malheureusement faire tout le film avec des instruments virtuels. Je pense pas que les gens se seraient arraché les cheveux en sortant du cinéma en disant c'est une honte, c'est un orchestre virtuel. Comme j'ai fait pour Burnout, j'aurais pu me prendre la tête pour orchestrer, pour crédibiliser les instruments virtuels, enfin les rendre réalistes. Mais là, vu que c'était un film qui faisait référence
à une époque où les instruments virtuels n'existaient pas, où il y avait tout ce côté organique de la musique de film, on pouvait pas. Enfin, il fallait que j'aille au charbon et que j'exige un orchestre au complet, même si avec un long métrage à mon actif, j'avais pas vraiment l'envergure pour le faire, quoi. Donc, j'ai eu la chance qu'il y ait un deuxième producteur qui, lui, était plus sensible qu'il fallait vraiment enregistrer avec un orchestre. Donc, ils ont réussi à convaincre. Enfin, c'est pas moi qui ai réussi à convaincre la première prod, c'est la deuxième prod qui a réussi à leur dire non, mais il faut vraiment un orchestre. Parce que moi, en tant que compositeur, je pense j'ai l'impression qu'on est un petit peu vu comme un farfelu qui va de toute façon exiger le maximum pour mettre sa musique en valeur. Ce qui est rarement le cas de tous mes potes compositeurs et tous ceux qui sont dans la salle. On veut juste le mieux pour le film, quoi. De toute façon, ça nécessite des sacrifices dans la musique, de toute façon, de base, de jouer avec les budgets. Mais là, j'ai réussi. Alors, on n'a pas enregistré avec le LSO, hein. C'était en Macédoine, c'était à Skopje, oui. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'apparemment, j'ai eu l'équipe du week-end, qui est apparemment une bonne équipe pour enregistrer. Donc, il m'a dit « Ah, t'as l'équipe du week-end, c'est super, ça va rouler. » Parce que j'avais entendu beaucoup de choses négatives sur Skopje. Tu vas devoir enregistrer la moitié des choses en France et tout ça. Et là, par Skype. Pardon ? Et tu as dirigé par Skype ou tu étais là-bas ? J'étais là-bas. Je voulais vraiment y être pour une première fois parce que c'est une équipe là-bas qui est super, qui organise tout l'enregistrement et je pense que je vais être amené à y retourner. Donc, je voulais quand même, pour la première fois, les rencontrer et puis tisser des liens qui soient autres que juste par visioconférence, quoi. Donc, j'y étais. C'était super. Puis, de toute façon, j'avais trop envie de voir l'orchestre jouer, quoi. C'est pas un truc qui se produit si souvent pour moi. Donc, c'était hors de question que je laisse passer cette chance. Très bien. Alors, donc, sur ce film de Marie-Lou Berry, tu avais très peu de temps et très peu d'argent. Sur La dernière vie de Simon de Léo Carman, tu as eu beaucoup de temps et très peu d'argent. Ouais. Mais du coup, tu m'avais dit que c'était quand même une configuration que tu aimais. Pour toi, c'était l'idéal. Ah oui, très peu d'argent, non. Mais beaucoup de temps, oui. Parce que je suis arrivé en 2016 sur La dernière vie de Simon. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec Léo, on était amis avant d'être collaborateurs. Donc, il savait ce que je faisais. Je lui montrais régulièrement, parce qu'on était potes. Il venait chez moi, tiens, je suis en train de faire ça en ce moment, blabla. Donc, il savait ce que je faisais. Et s'il a fait appel à moi, c'était parce qu'il aimait ce que je faisais. Et ça, c'est rare. On est souvent catapulté sur des projets un peu trimballés dans le chemin de vie. Et boum, on se retrouve sur un projet. Par exemple, Samuel Collardet, je pense pas qu'il comme j'ai dit tout à l'heure, il m'a pas appelé parce qu'il aimait ce que je faisais. On lui a présenté un compositeur, je lui ai envoyé un morceau, il s'est dit « Wow, ça peut le faire pour mon film ». Mais Léo, il m'a appelé parce qu'il savait que c'était moi qu'il fallait pour ce film, parce qu'on a eu la même enfance, cinématographiquement, on aime les mêmes choses, on a les mêmes réflexes, on a les mêmes références, on a les mêmes goûts. Donc ça, c'est un super point de départ pour une collaboration. Et ça n'a pas manqué, quoi. Mes premiers essais étaient, j'avais pas à me forcer, j'avais pas à me dire bon, comme quand on crée au loup, il faut que je sois dans telle ou telle esthétique, la plutôt aventure, la plutôt espionnage, la plutôt action. Non, là c'était fais de la musique, fais de la musique qui te plaît, quoi. Donc et on a eu le temps depuis 2016 où le scénario était encore au stade pas définitif, quoi, de trouver, d'inclure la musique au processus créatif. Et là, pour une année polaire et quand on crie au loup, je peux pas dire que je sois vraiment le troisième auteur du film. Je raconte quelque chose avec la musique, je raconte autre chose que ce qui se passe à l'écran, donc c'est très bien, ça rajoute vraiment quelque chose, tout ça. Par contre, La dernière vie de Simon, je peux vraiment me dire que je suis le troisième auteur parce que j'ai participé à la narration. Des fois, il y a des séquences du film sur scénario qu'ils ont étirées pour pouvoir faire en sorte que la musique s'intègre dedans. Il y a des moments où on discutait de la manière dont ils construisent une scène pour que à tel moment on puisse amener le thème, pour qu'à tel moment on puisse l'enlever, pour que là ce soit l'orchestre qui prenne le pas et puis qu'il y ait un frémissement.
Et Léo est très bon musicien aussi et fan inconditionnel de tout ce qui s'est fait dans ces années-là, en particulier John Williams. Donc, on savait, on parlait le même langage musical et narratif. Du coup, c'était cadeau, quoi. Et donc là, ta musique était présente sur le plateau, dans les oreilles des comédiens, ce qui est très, très rare. Ouais. Alors, autant dans les précédents films, c'est vraiment l'image, le montage qui t'inspirait. Donc là, malgré qu'il y ait la passion du réalisateur pour la musique, qu'est-ce qui t'a guidé pour que ce soit la musique du film et pas d'un autre film? Eh ben, le temps qu'on a pris pour chercher. Je pense que mes premiers essais étaient beaucoup moins personnels que ce que j'ai proposé à la fin. Parce j'ai pris le temps de me tromper, de partir dans de mauvaises directions. J'ai pris le temps de me mettre en danger musicalement, d'aller dans des langages musicaux que j'avais jamais expérimentés. La polytonalité, par exemple, j'avais essayé comme ça tout seul sur le piano pour voir un peu ce qui... Mais j'avais pas vraiment appliquer ça à l'orchestre. Je lis beaucoup de conducteurs qui l'utilisent, Stravinsky et autres. Du coup, je connaissais un peu le principe, mais je ne l'avais jamais appliqué à mes compos. Et là, je pense que je ne l'aurais jamais fait si Léo ne m'avait pas donné le temps et la possibilité de le faire. Et malheureusement, on démarque bien souvent sur la fin d'une production cinématographique et on n'a pas le temps de chercher. Là, j'ai eu le temps. Je pense que c'est ça qui fait que j'espère que la musique de la dernière vie de Simon est personnelle parce que voilà, on a eu le temps de chercher quelque chose qui n'était la musique que de ce film, quoi. Même si forcément il y a des références qui sautent aux oreilles, hein. Mais ça, on vit tous avec ceux avec quoi on a grandi. Mais je pense que c'est le temps. C'est le temps. Le temps, la recherche et au final, donc le résultat fonctionne parfaitement, je trouve. Il y a vraiment rare dans le cinéma français un film fantastique où la musique est à la fois à la John Williams, encore une fois, très mélodique, orchestrale, et en même temps, il y a de la couleur, donc thème et couleur, narration, émotion, voilà, ça, c'est très riche. J'ai l'impression que le réalisateur aimait tellement la musique que là, c'était plutôt toi qui as modéré, j'ai l'impression, non? Oui, oui, souvent, il voulait beaucoup que je raconte beaucoup de choses avec la musique. C'était pas pour me déplaire dans l'idée, hein, parce que moi j'adore composer, mais à des moments, enfin bien souvent d'ailleurs, je lui disais attention, là ça va bouffer l'image, parce que comme beaucoup de réalisateurs, je pense aussi il avait peur du vide. Là, c'était son premier long métrage. Il racontait une histoire qui lui était très très chère et il voulait la raconter au mieux. Il voulait que les spectateurs soient émus, mais il voulait tellement que les spectateurs soient émus que son arme d'émotion, c'était la musique, quoi. Là, vas-y, là, on voit les violons, là, il faut que ça explose, là, il faut que tu retiennes, et puis là, tout. Et, mais à un moment, et là encore, je pense que c'est le temps qui nous a sauvés. À un moment, il s'est aperçu, avec le montage avançant, qu'on n'avait pas besoin de toute cette musique. Mais même s'il y en a, au final, il y en a quand même énormément. Je pense qu'il y en a quand même un tout petit peu trop. Je pense qu'on peut se passer de quelques morceaux dans le film. Mais après, c'est son style. Quand un réalisateur te dit une fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois, ça, il faut ça à ce moment-là. Oui, moi, bien sûr, faisons-le. Je vais pas. Non, genre, je m'en vais. Je m'en vais du projet, il y a trop de musique. Donc non, au bout d'un moment, c'est son film, c'est sa responsabilité. C'est ce qu'il me disait d'ailleurs. Quand je lui disais, je suis pas sûr que vraiment. Là, je pense qu'on donne un peu des bâtons pour se faire battre. Les gens vont dire, il y a trop de musique, on étouffe dans ce film. Et il me disait, t'inquiète pas, c'est ma responsabilité. Chaque fois que tu seras attaqué sur ça, je serai là pour te défendre et dire que c'est moi qui exigeais tant de musique. C'est très beau. Ouais. Et donc, regardons des extraits pour se donner une idée pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, c'est l'histoire de Simon, un jeune orphelin qui a un pouvoir extraordinaire, celui de prendre l'apparence des personnes qu'il touche. Un jour, son meilleur ami meurt dans un accident. Il décide alors de prendre sa place. On va regarder un premier extrait qui est la chute. On peut applaudir. Merci. Alors, l'ordre est inversé, évidemment. D'abord, on découvre son pouvoir. Ensuite, il y a la chute, l'accident. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est la première partie du film, puisqu'ensuite, on voit ces jeunes personnes plus âgés, plus jeunes adultes. Et donc, musicalement, comment tu as joué cette double temporalité? Ça se passe harmoniquement, en fait. C'est un ton beaucoup plus sérieux.
là, harmoniquement et dans l'orchestration aussi. Toute la première demi-heure du film, on est vraiment dans l'univers de l'enfance, avec très coloré en fait, tant au niveau harmonique qu'au niveau orchestral, même mélodique. Hein, enfin, j'y pense maintenant, mais le thème a un ambitus beaucoup plus large que le thème des adolescents, qui est beaucoup plus conjoint. Pour le thème des adolescents, le thème de l'amour impossible. Il y a beaucoup plus des cordes, c'est beaucoup plus sombre en fait, c'est beaucoup plus sérieux. J'arrive pas à trouver de mots mieux que c'est beaucoup plus sérieux, ouais. Et harmoniquement, je vais plus chercher dans des choses de l'ordre de la période romantique plutôt qu'impressionniste, qui serait plus rapport aux premières parties du film. Le travail des thèmes, ce qui est hyper intéressant, c'est justement, est-ce que c'est dès le scénario, puisque tu es intervenu très en amont, est-ce que c'est dès le scénario où tu t'es dit, voilà, il y aura un thème pour telle émotion, un thème pour telle situation, pour tel personnage? Comment tu as organisé le travail sur les thèmes? On s'est beaucoup posé la question avec Léo autour de quoi on allait axer les thèmes. Et au final, alors il faut que je m'en souvienne, c'était le thème du pouvoir de Simon, celui qu'on entend surtout dans la première partie du film, le thème de l'amour impossible, qui est surtout dans la deuxième partie, dans l'amour d'adolescence entre les deux personnages principaux, le thème de la famille, qui est centrale, qui parcourt tout le film, qui est la famille que Simon a toujours rêvé d'avoir. Donc dès qu'on évoque ou qu'il y a une notion d'insécurité ou d'être déraciné, eh ben, il y a ce thème qui vient planer là, qui vient un peu fantomatique. Et il y a le thème de l'enquête, qui est toute la dernière partie du film, le thème... un thème un peu plus chromatique qui se faufile un peu parce qu'il y a de l'action. Enfin, c'est une enquête, il faut retrouver Simon, quoi. Donc, avec ces 4 thèmes qui ont chacun leurs caractéristiques, j'ai essayé de leur trouver des caractéristiques vraiment propres mélodiquement. Et ben, comme beaucoup de films, hein, ça aide le compositeur à structurer sa partition et à structurer la cohérence de la musique sur tout le film, quoi. On n'en a pas parlé, mais tu mets souvent à contribution pour des voix une certaine chanteuse, Mylène Ballion, notamment sur Burnout, le chant final. Oui. Également Une année polaire, la chanson finale. Et à la fin de La dernière vie de Simon, il n'y a pas vraiment une chanson, mais on entend quelques voix qu'elle produit. Est-ce que la chanson, évidemment, c'est quelque chose qui se remarque, c'est pas évident de faire accepter une chanson à un réalisateur. Donc déjà, quel est ce travail avec une interprète vocale et d'où vient l'idée de cette chanson? Je fais appel à la voix quand j'ai besoin d'une dose supplémentaire d'émotion. Je trouve que l'intervention de la voix, c'est tout d'un coup, ça nous connecte à ce qu'on est, ça nous connecte à notre condition d'être humain, à tout ce que l'humanité a vécu depuis des millénaires. Je trouve que tout d'un coup, ça nous fait chouf. Au moment où la voix arrive, je trouve ça tellement fort quand on a été habitué à la sonorité de l'orchestre ou même dans d'autres esthétiques musicales. Tout d'un coup, quand la voix arrive, ça nous... Donc, tout naturellement, dans La dernière vie de Simon, j'avais besoin, en plus de ce gap, en plus d'émotions, on pouvait s'autoriser à faire appel à une voix féminine pour le côté conte. Parce que Léo et Sabrina, la co-scénariste, voulaient vraiment raconter un conte moderne. Donc, on pouvait faire appel à tout l'imaginaire du conte avec ce que ça entraîne d'instrumentarium et notamment la voix. Pour Une année polaire, c'est Mylène Ballion aussi qui est l'interprète du morceau, sauf que là, elle a composé aussi le morceau. C'est Samuel qui voulait absolument une chanson. Là, c'est pas des mélismes comme la dernière vie de Simon ou Burnout.
c'est vraiment une chanson avec un couplet, un refrain, des paroles. C'était vraiment Samuel qui voulait ça. Il a fait ça pour son premier film, enfin pour un autre, pour le film d'avant aussi, Tempête. Il adore la manière, je pense, hein, il me l'a pas dit, mais enfin, en tout cas moi c'est ce que ça me procure, c'est que ça nous accompagne dans la sortie du film, une chanson de générique, je trouve. Ça nous reconnecte avec la réalité. On a vécu des aventures et tout d'un coup, tac, générique, chanson. Je trouve que dans l'inconscient, c'est James Cameron aussi qui fait beaucoup ça. Voilà, j'aime bien l'effet que ça fait et Samuel aussi. Donc, il voulait absolument qu'il y ait une chanson pour le générique de fin. Moi, alors il se trouve que Mylène Balion est ma compagne, donc je me suis dit, je vais lui demander de chanter. Et comme elle est aussi compositrice, je lui ai dit, tiens, pourquoi pas faire des propositions de tes compos et de mes compos. Et il se trouve que c'est elle qui a remporté l'appel d'offres. Donc, Samuel a aimé sa composition et donc elle a composé et interprété le morceau de fin, quoi. Puisqu'on est en train de parler des collaborateurs qui entourent le compositeur, donc il y a les interprètes, il y a les orchestres, quels sont les autres collaborateurs éventuellement? Si tu as travaillé avec un superviseur musical, si ça t'est arrivé, tu peux aborder cette question. Et puis jusqu'à aborder l'agent, puisque, profitons-en, tes 3 longs métrages, tu n'avais pas d'agent. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi d'en avoir un après? Le fait de ne pas travailler tout seul pour Une année polaire, je pensais que j'étais. Enfin, je pense toujours. Enfin, je suis assez solitaire. Hein. C'est jamais. Je vais dire, c'est jamais de gaieté de cœur, mais c'est. Bon, au final, ça donne des rencontres et des discussions et plein de choses qui sont super, mais je pense que de manière générale, je préfère être tout seul. Mais quand une collaboration, ça peut être avec un superviseur musical, comme tu disais, le superviseur, il fait plus le lien entre le producteur et le compositeur. J'ai la sensation que c'est moins, en tout cas les expériences que j'en ai, c'est moins du domaine artistique que du point de vue logistique. C'est vraiment quand un producteur fait appel à un superviseur musical, en général, c'est qu'il n'a pas envie de s'occuper de la production exécutive de la musique, donc il délègue à un superviseur musical qui s'occupe de la prod exé du film. Et souvent, c'est le superviseur qui va connaître tout un panel de compositeurs et qui va dire pour ton projet, ce serait bien que tu fasses appel à lui parce qu'il y a des styles, esthétiquement, c'est plutôt raccord. C'est ce qui s'est passé sur Quand on crie au loup. C'est Marie-Lou Berry avait fait appel à My Melody, qui sont des superviseurs musicaux. Et moi, je les avais rencontrés avant. Et du coup, vu que Marie-Lou avait besoin de musique qui faisait référence au cinéma des années 90 pour son film, ils ont dit « Oh, lui, il pourrait faire l'affaire ». Donc, c'est elles qui m'ont présenté Marie-Lou. Après, c'est la seule expérience que j'ai avec des superviseurs. Je sais que quand ils ont besoin de compositeurs, ils ont un brief qui leur est donné par le réalisateur ou le producteur. Et ils vont démarcher les agents. Telle ou telle agence, il dit on a un brief, là il faut de la musique, comme j'en ai reçu un hier par exemple, c'est cinéma d'animation, big band et orchestre, donc jazzy, New York des années 30. C'est le brief. Donc ils vont démarcher tous les agents avec ça. Est-ce que vous avez un poulain dans votre agence qui pourrait correspondre à tel ou tel brief, quoi. Donc l'agent fait lui. Donc, et après, le compositeur envoie des morceaux de ses fonds de tiroir, de ce qu'il a fait avant dans tel ou tel style. Là, c'est un rôle intéressant de l'agent, d'un rôle de rabatteur, en fait, ou d'entremetteur, quoi, qui fait le lien entre les superviseurs musicaux et les compositeurs. Ça, c'est dans le cas où le compositeur n'a pas rencontré le réalisateur directement, quoi. Il y a tout un tas de personnes qui gravitent autour des compositeurs et des réalisateurs soit pour aider les rencontres, soit pour aider la production, ou même des éditeurs. Il y a plein de gens qui gravitent. Des fois, on a tendance à se dire ils sont là pour prendre un pourcentage de pognon et puis on ne sait pas trop ce qu'ils font là. Mais
bien souvent, quand même, ils aident d'un point de vue oui, logistique et juridique. Ça, pour le coup, les agents aident beaucoup là-dessus. Depuis que je suis chez Marie Sabat, je sais que mes contrats sont bien faits. Je sais que j'ai quasiment plus qu'à signer en bas et ça roule, quoi. C'est tout un tas de démarches administratives qui peuvent entamer la motivation sur un projet qui nous sont épargnées, quoi. Et ça, c'est vraiment pratique. Disons que c'est bien d'aborder toutes ces questions parce que le métier évolue également. Les superviseurs n'existaient pas il y a 10 ans. Il y a de plus en plus d'intermédiaires Ouais, c'est ça. et qui peuvent altérer la relation directe avec les réalisateurs. Pour toi, j'imagine que comme beaucoup de compositeurs, la relation directe est précieuse. Et donc avec Léo Carman, qui était un ami de très longue date, tu n'aurais pas imaginé un intermédiaire qui s'interfère entre vous deux, par exemple? Non, bah non, c'était inutile en fait. À la limite, l'intermédiaire qu'il aurait fallu, c'est entre moi et le producteur. Parce que, encore une fois, c'est moi qui ai dû partir au charbon pour aller dire il faut un orchestre symphonique. Là, pareil, j'ai dû faire preuve de Pédagogie. Oui, et puis de détermination là pour le coup, parce que le producteur avait très peu de budget et n'avait pas, j'ai l'impression, envie que d'enregistrer, enfin de se prendre la tête, tout ça. Il avait entendu mes maquettes, il passait son temps à me dire mais elles sont très bien tes maquettes, on n'a pas besoin d'aller enregistrer un orchestre. Donc là, j'aurais bien voulu qu'il y ait un superviseur musical qui a plus d'envergure que moi et de poids dans tout l'industrie cinématographique, qui peut justifier d'avoir travaillé avec un tel sur tel projet. T'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Il faut un orchestre. Là, j'aurais bien vu qu'il y ait cet intermédiaire-là pour asseoir le fait que je dise qu'il y ait besoin d'un orchestre symphonique, quoi. Et les superviseurs sont très souvent essentiellement présents dans un film pour négocier les droits des musiques préexistantes. Et toi, pour tes 3 longs métrages, il y en a très très peu, notamment sur le dernier film, La dernière vie de Simon. Il y aurait pu y avoir des chansons écoutées par les jeunes, ce qui n'est pas le cas. Alors là, on va maintenant passer au moment des questions. Je propose qu'on allume la lumière, comme ça tu vas voir la belle salle devant moi. Bonjour. Mais j'en connais la moitié, c'est pas juste. Ouais, il y a déjà une question qui m'a fait brûler parce que je voulais savoir un peu comment il avait rencontré Marie Bourbéry. Et donc, effectivement, superviseur musical. Donc, tu nous as parlé, Aaron, tu nous as parlé des castings de compositeurs. Comment ça se passe? Donc, c'est relativement nouveau pour toi parce que les 3 premières collaborations sur des longs métrages, c'était pas sur casting, visiblement. Donc, comment ça s'organise? Est-ce que c'est ton agent qui t'a mis sur ces castings? Est-ce que tu aimes bien faire les castings, d'une part? Et puis, donc, une deuxième question, on n'a pas parlé des musiques préexistantes, enfin, des time tracks. Ouais. Est-ce que ça te gêne dans ton travail ou pas du tout? Est-ce que c'est récurrent, surtout pour des longs, d'avoir des time tracks et de travailler, de se battre quelquefois pour proposer de la composition originale et pas un truc à la manière d'eux, etc. Est-ce que ça te gêne pas? Bah, comme tu dis, j'ai l'impression que souvent il faut se battre. Alors j'ai la sensation que sans les theme tracks, on n'aurait pas ou moins besoin de se battre pour faire oublier une musique temporaire à un réalisateur, quoi. Donc oui, bien sûr, ça me dérange quand il y en... Non, pas quand il y en a, mais quand je sens que le réalisateur s'y est habitué, quoi. Parce que je me mets à sa place et je me dis, ça doit être affreux. Tu t'es habitué, tu as fait ton montage dessus. Il y a un rythme, il y a un tempo, il y a une couleur particulière qui est irretrouvable. On peut pas faire pareil. Non, c'est impossible de retrouver la même couleur avec un autre morceau. Donc forcément, c'est handicapant et ça me fait de la peine pour lui parce que je sais qu'il pourra pas avoir le morceau original et qu'il va devoir faire un effort de dingue pour s'habituer à ma composition et en tant que compositeur, c'est un peu blessant d'arriver et de te dire de toute façon, ce sera moins bien, enfin c'est pas moins bien, mais ce sera moins, il va être forcément déçu parce que ce sera pas pareil. Donc tu arrives un peu comme
en perdant, quoi. Même si au final, il dit, bon, bah écoute, c'est super, ça marche bien. Mais on sent très bien que derrière, ça marche bien. Il y a, c'était quand même vachement bien avant. Parce que ça fait des mois qu'il a son montage dessus. Et c'est bien normal de s'y être habitué, quoi. Donc, c'est tellement piégeux de mettre des musiques temporaires et en même temps, ça aide à monter. Donc, j'ai l'impression, on en parle beaucoup et depuis. Et j'ai la sensation qu'à chaque fois qu'on en parle, là, il y a des réalisateurs, il y a des producteurs, il y a des compositeurs. À chaque fois, c'est un constat d'échec parce que on ne peut pas vivre avec et on ne peut pas vivre sans, quoi. J'ai la sensation. Les outils informatiques font que c'est super facile de placer des musiques partout sur le montage. Ça ne se faisait pas avant parce que c'était beaucoup plus difficile. Avec le montage pellicule, c'était juste inenvisageable de mettre une musique temporaire comme ça pour rythmer. Mais là, ça devient possible et tellement facile que tout le monde le fait et ça aide en effet à se rendre compte du rythme d'une scène, si ça va marcher avec musique et tout ça. Et je pense que c'est insoluble comme problème, que c'est un truc à moins que les réalisateurs et c'est surtout les monteurs en fait. C'est pas tant les réalisateurs au final, c'est surtout les monteurs qui ont besoin de rythmer leur montage, quoi. Donc, bien sûr, c'est déplorable, mais je crois qu'on s'en sortira pas comme ça. À chaque fois, il faut aller au charbon et dire bon, alors, tu t'es habitué à ça, mais ça, comme tu le sais, ça va être autre chose. Et allez, avec bienveillance et ouverture d'esprit, allons-y. Et le casting de compositeurs, là, par exemple, l'exemple que tu nous donnais, le brief, c'est faire pour un film d'animation une musique des années 30 américaine. Et tu n'avais pas du tout de scénario. On t'a demandé de donner des musiques que tu avais fait et ça s'est décidé là-dessus. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir une super musique et pas comprendre le scénario derrière. Enfin, c'est fou, c'est un premier ratissage large, je pense. Oui. C'est vraiment. Ouais, c'est pas encore le casting, là, c'est vraiment le superviseur qui envoie un message à tous les agents en disant « J'ai besoin d'un compositeur qui soit capable de composer dans ce style-là, envoyez-moi des morceaux. » Alors moi, à chaque fois, je fais un petit pack de 6 ou 7 morceaux où je vais prendre dans tout ce que j'ai déjà fait des morceaux dans le style, quoi. Et après, bon courage au réalisateur quand il reçoit tous les packs de tous les compositeurs, de voir à travers des morceaux qui ont été faits pour d'autres projets le potentiel sensible et narratif que va avoir un compositeur pour son projet à lui, quoi. C'est bizarre, mais c'est comme ça que ça marche pour ce cas-là, quoi. Et après, j'imagine, enfin, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'ici. C'est à travers toute cette myriade de compositeurs, il y a des morceaux qui lui accrochent l'oreille où il voit un potentiel. Il me fait lui. Et là, on se rencontre, on discute. Il nous donne plus d'informations sur le scénario. Quand le film a déjà été tourné, on repart chez soi avec une scène sous le bras à remettre en musique. Et là, c'est le casting où il y a en général 3 compositeurs qui font la musique sur la même scène. Et après, on est retenu ou pas sur le projet, quoi. Mais c'est très bizarre, mais de toute façon, la meilleure des solutions, c'est connaître le réalisateur avant, savoir qu'on est sur la même longueur d'onde, au mieux que ce soit un ami, et au pire, qu'on ait une connivence artistique, quoi. Mais certainement pas un appel d'offres comme ça, lancé dans la nature. Il y a une chance sur 2 pour que ça marche pas dans la collaboration, quoi. On se connaît pas. C'est très bizarre de faire ça, mais en même temps, je comprends parce que le réalisateur ou le producteur n'ont aucune affinité avec aucun compositeur, aucune connaissance, aucun réseau, aucun ami compositeur avec qui ça marche bien. Il faut bien qu'ils en trouvent un, quoi. Donc. Oui, j'ai une question. Bonsoir. Quand tu parlais de ton style musical favori, l'orchestre symphonique, je me demandais, par exemple, aujourd'hui, vu ton expérience, si on te proposait un long métrage, par exemple, qui ne serait pas de ce style-là, par exemple électro, ou un autre style qui te parle moins, est-ce que tu l'accepterais ou est-ce que tu dirais non? Enfin, voilà, comment tu réagirais? Je dirais non.
Parce que le but premier, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le film, quoi. C'est que le film ait une musique qui soit bien faite. Et comme je parlais tout à l'heure de mon désir farouche de pas niveler par le bas, je pense que si je faisais de l'électro, ce que j'ai eu l'occasion de faire un peu comme ça dans les années précédentes, quand j'ai fait beaucoup de courts-métrages, et ben je le ferais toujours moins bien que quelqu'un qui a la passion du triturage des sons et de la musique électro. Donc pour le bien du film et pour ma santé mentale aussi, parce que je pense que je le vivrais pas très bien de passer énormément de temps à chercher des sons, à mettre les pieds dans un domaine que je maîtrise pas très bien. Je pense que je m'arracherais pas mal les cheveux en me disant en plus tout le long, putain, un tel ou un tel que je connais qui fait de l'électro, putain, il ferait ça tellement mieux là, ce son-là. Je m'en approche un peu, mais c'est pas exactement ça. Et donc, quand on a le luxe, ce qui est pas encore mon cas, mais de pouvoir faire que ce qu'on aime, faut foncer quoi. À moins, c'est chacun son chacun son expérience, et à moins que ce soit son style d'être très éclectique et de s'amuser à emprunter plein de choses partout. On voit plein de super compositeurs qui le font. Je pense à Daniel Pemberton qui va tout le temps chercher des choses inattendues dans plein de styles différents. Je trouve ça hyper riche. J'admire ça, mais c'est pas ma manière de faire. Moi, j'ai trouvé ce que je voulais faire. J'essaie de le faire au mieux, d'aller racler dans les fins fonds de ce que je peux y trouver comme sève et comme matériel pour m'amuser là-dedans, et je laisse les autres styles à ceux qui le font mieux que moi, quoi. Parce que aussi, je m'aperçois très modestement, quand j'avance dans le temps, que je suis un amoureux de la note et pas du son. Je suis un amoureux de la mélodie et de l'harmonie, et je suis pas un bidouilleur de son. Bidouilleur, c'est pas dans le sens péjoratif, mais je suis pas un chercheur de son. Et l'électro, c'est plus un domaine où on aime privilégier la recherche acoustique plutôt que harmonique ou mélodique. Et je crois que je suis tellement excité par la note que j'ai pas le temps pour autre chose. Question là. J'ai une question par rapport à mon choix. Une année polaire. Oui. Peut-être que j'ai oublié, mais comme tu t'inspires de la musique groenlandaise, est-ce que c'était une demande spécifique du réalisateur ou du producteur? Et est-ce que justement, à un moment donné, tu t'es pas demandé pourquoi ils n'ont pas pris des musiciens locaux? Et est-ce que sur un prochain projet, on te demande de jouer un instrument d'un autre pays où ça a été tourné? Eh ben, je pense que ils ont fait appel à, je pense qu'ils voulaient être rassurés par quelqu'un qui connaissait la musique de film, qui connaissait l'univers de la relation entre réalisateur, compositeur, producteur. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait appel à des musiciens traditionnels groenlandais. Outre le fait qu'il fallait les trouver, aller les enregistrer, tout ça, c'était aussi, je pense que ça les a pas mal rebutés. Mais d'autre part, ça s'est décidé dans un second temps vraiment de faire référence à la musique groenlandaise. Au début, ils m'ont appelé parce qu'ils voulaient que je prenne part à la narration, que je fasse une musique de film avec un orchestre, avec des cordes, avec des instruments occidentaux. Donc ça m'a... par rapport à la question... ils ont fait appel à moi parce que oui, parce que j'avais l'habitude de faire de la musique de film, et je pense qu'ils auraient eu peur de se frotter à des musiciens traditionnels groenlandais qui n'auraient pas forcément pu répondre à une commande dans un délai, enfin qui connaissaient pas les tenants et les aboutissants de la musique de film à l'occidental, quoi. Et si on me demandait de retravailler une musique dite ethnique, mais d'ailleurs dans le monde, dans un autre film, je signe tout de suite. C'est quelque chose qui m'amuse, qui me passionne, mais toujours lié à l'orchestre, marié avec l'orchestre.
parce que c'est ça qui m'anime le plus. Et si on peut faire se rencontrer n'importe quoi, une batucada avec un orchestre symphonique, rien que pour voir ce que ça donne, je signe. Pour enchaîner là-dessus, je suis pas sûr que c'est justement pour les instruments de groenlandais. Tu as récupéré une flûte et un tambour et tu t'es démerdé avec, ou tu as récupéré des enregistrements, ou tu as... La première. J'ai récupéré une flûte. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai vu que leurs instruments, c'était des flûtes qui s'apparentent beaucoup à des flûtes amérindiennes. Donc, je me suis équipé en flûte amérindienne, comme ça. Des flûtes natives amérindiennes qui font ça, ce bruit. Eh oh! Comme ça. J'en ai acheté trois différentes. C'est joli, hein? Bien. Oui. Sur une question. Comment, là on a parlé un peu de budget, chez le deuxième compositeur qu'on sollicite, il y a vraiment les budgets sont de plus en plus restreints. Comment tu vois évoluer ce métier avec cette compression des budgets, on demande pour des premiers longs de faire une musique orchestrale, etc. Est-ce que ça va tenir longtemps cette pression budgétaire sur les compositeurs? Voilà, comment tu vois évoluer ce métier avec en plus de ça des agents qui se battent là-dessus, des superviseurs musicaux, etc. Et on demande de faire des merveilles sur tous les secteurs avec le minimum d'argent. Je ne sais pas si j'ai suffisamment de recul pour voir comment les choses vont évoluer. Parce que je suis comme nous tous, je suis tout frais dans le domaine, mais j'ai l'impression qu'il y aura toujours des gens qui auront envie de mettre de la musique sur les films et de bien la mettre, de bien la produire, de bien la confectionner. C'est peut-être un espoir un peu fou, mais j'ai la sensation qu'il y aura toujours des gens pour le faire et pour le financer. Après, c'est vrai qu'on vit dans une époque où la tendance est plutôt à la nappe, à la musique qui se remarque assez peu, ce qui peut être très bien, mais comme toutes les tendances, ça fait un peu bizarre quand tout le monde se met à faire ça, quoi. C'est très bien une musique qui se remarque peu, qui est très en nappe comme ça, qui est fantomatique derrière un film. Mais quand tous les films se mettent à faire ça, tu te dis aïe aïe aïe, peut-être qu'il y a des films qui auraient eu besoin d'une musique. Ou pour lesquels ça aurait pas fait du mal d'avoir une musique mieux produite, mieux pensée, peut-être plus sophistiquée, plutôt que de se réfugier dans ce qui se fait en ce moment. Où le problème, c'est que ce qui se fait en ce moment, ça coûte pas cher. C'est un mec derrière un ordi et avec des instruments virtuels et ça fait le taf. Du coup, vu que ça fait quand même une bonne quinzaine d'années que ça commence à se démocratiser, c'est arrivé aux oreilles des producteurs que ça coûte pas cher du tout de faire des musiques dans cette esthétique et avec des instruments virtuels. Donc, comme je disais que j'étais parti au charbon dans Quand on crie au loup et La dernière vie de Simon, s'il n'y a pas de compositeur pour se battre pour faire exister la musique live, je pense que ce sera un monde de producteurs qui voient malheureusement... attention, je diabolise pas les producteurs, hein, mais qui ont d'autres préoccupations que de bien produire la musique. Et la préoccupation première, c'est de bien produire le reste du film, quoi. Donc, nous, on est dans notre petit microcosme de musique. On a envie que ce soit le mieux produit et on trouve ça ahurissant qu'on veuille enregistrer, qu'on veuille composer des musiques avec des instruments virtuels. Mais il ne faut pas oublier, comme on le dit depuis le début, qu'on est dans une économie qui est bien plus grande que ce qu'on fait dans la musique et que il faut jouer avec des vases communicants entre les décors, les costumes, les comédiens, le catering et la musique. Je pense que c'est de notre rôle à tous de se battre pour, si tant est qu'on veuille le faire, hein. Ça se trouve, il y en a plein qui sont très contents de faire de la musique synthétique, des orchestres. Je parle pour l'orchestre parce que l'électro, c'est autre chose.
mais qui sont très contents de le faire en instrument virtuel, mais j'en doute quand même. Je pense que c'est toujours plus kiffant d'aller enregistrer et de toute manière, on peut pas se dire qu'on arrive en 2020 après 100 ans d'évolution de musique de film qui en grande partie est orchestrale et être satisfait de se dire bah maintenant on va le faire virtuellement quoi. Donc je pense que c'est important de se battre et d'être pédagogue dès le début de la production envers les réalisateurs, les producteurs et toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet quoi. Mais il y aura toujours des gens pour bien produire la musique et lui accorder une importance quoi. Mais si en plus chaque compositeur sème sa petite graine, c'est mieux. Je te remercie et je te félicite pour cet engagement qui est très instructif pour nous. Et puis, on va t'applaudir et te remercier. Et,